un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 61e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue, on est heureux de vous retrouver pour le débrief de Clermont ASM, de Clermont-Monaco, la 8e journée de Ligue 1. On est en direct sur Twitch, vous nous retrouverez également bien évidemment dans la foulée sur YouTube en podcast, il n'y a pas de souci. Et pour ce débrief, je suis accompagné de Quentin, salut Quentin. Hello. Et d'un petit renfort de dernière minute qui est bien habitué au chat, qui connaît bien la maison Radio Diagonale, un auditeur qui vient nous prêter main forte. Et tout d'abord, salut Flo. Merci de m'accueillir. J'espère apporter un peu de profondeur de banc. Le Myron Boidou peut-être de RD. Putain, merde. Reste à voir. Quelques similitudes déjà, en tout cas. Mais en tout cas, ouais, on est heureux de t'accueillir, c'est très sympa, c'est un petit exercice aussi pour toi et pour vous, si jamais effectivement vous qui nous suivez depuis un petit moment et qui aimeraient aussi prendre la parole, si ça vous intéresse de faire part à l'aventure, on peut très bien en discuter. Nos DM sont ouverts sur Twitter, le compte Radio Diagonale évidemment, on est là pour partager, pour discuter tous ensemble. Voilà, donc bienvenue à toi Flo. On va commencer par les traditionnels 3 points et puis honneur à notre invité du coup. Et salut à tous ceux qui sont déjà présents sur le chat. Honneur à l'invité, Flo, raconte-nous, dis-nous tout. Quels sont tes 3 points ? Bon, le premier, il va surprendre personne. Encore une victoire heureuse et pas très rassurante. Bon, je vais pas aller plus loin que ça. Le deuxième, j'ai envie d'aider notre pauvre allemand du coin, en me disant, et je pense qu'on peut se dire qu'on avait peut-être un gardien en tout cas ce soir. Donc est-ce que c'est le début d'un vrai mieux ? Moi je sais que je l'appelais, j'avais différents noms pour ce monsieur, NPD. C'était quoi ? Ça veut dire le Neuer du pauvre, poubelle. et j'ai envie de lui donner un nouveau surnom ce soir. Je vais l'appeler Noob à partir de maintenant, c'est-à-dire que on espère que c'est le début de quelque chose de pas mal. Et mon troisième point, c'est le manque d'intelligence de cette équipe. Ça me fait assez peur. Alors d'un point de vue défensif, on a vraiment des joueurs qui que ça soit sur l'alignement vertical et l'entreligne ou l'alignement horizontal, on va y revenir, mais avec des actions de jeu où on a des 2 contre 1, où l'attaquant peut se mettre pile au milieu des 2 défenseurs sans qu'aucun réagisse. Il y a un manque d'intelligence défensive et puis après le manque d'intelligence offensive. On a pas assez de création, pas assez de créatif. Je crois qu'il y a un joueur comme Jovetic qu'on a complètement oublié, qui a fait 95% de la saison dernière, qu'on n'a pas remplacé. Et aujourd'hui, on doit tout mettre sur des joueurs en gros, peut-être 2 joueurs, Golovin ou Diop. Et on va voir qu'il y en a un qui a peut-être mieux réussi que l'autre ce soir. Mais c'est peu pour pouvoir organiser une attaque. Et donc, il faut vraiment remédier à ça. Ok, alors effectivement, il y avait les 3 points de Damien la semaine précédente qui étaient assez longs. Puis il y a ceux de Flo, mais voilà, c'est une entrée en matière, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Et je te rejoins sur pas mal de points. À ton tour, Quentin. Ouais, moi ce sera rapide. Voilà, mon premier point, c'est encore une fois, on s'est fait peur. Donc, on a failli être frustré, mais ça va, on l'a pas trop été. Au contraire, je trouvais, on a eu un peu de chance. Au moins, ça offre du spectacle. On a eu un vrai beau match de foot, sûrement dû aussi à notre défense qui pue un peu, voilà. Mais voilà, moi j'ai apprécié en tout cas ce match, même si au bout d'un moment on avait hâte qu'il se termine. Mon deuxième point du coup, ce serait aussi le fait qu'il y a un vrai renouveau de l'attaque, donc on retrouve un peu notre attaque de l'année précédente, avec un volant, d'un Ben Yedder chaud, un Diop même qui revient très bien et qui devrait pour moi être aligné plus souvent que Golovin. En tout cas j'espère que ça va toquer
dans la tête de Kovac. Et mon troisième point, c'est le fait qu'effectivement, on a eu peur aujourd'hui, et j'ai encore peur en fait ce soir pour la suite. J'ai encore peur pour les prochains matchs qui nous attendent, notamment en Europa et puis aussi en Ligue 1. On va pas se cacher que sur des grosses équipes, il y en a des meilleures que le Clermont. Et je pense on peut se permettre d'avoir peur pour le reste de la saison. Ouais, il y a de quoi avoir peur, effectivement. Ouais. C'est d'ailleurs un des points qu'on va retrouver chez tous les membres finalement de la team. Je vais commencer du coup moi par mes 3 points et mon premier, donc la loi des séries. C'est la 2e victoire consécutive en championnat. Ça fait du bien. 2e victoire, 3-1. Une Niederlande retrouvée, parce que sur les 6 derniers buts inscrits, ils sont impliqués sur les 5. On a 4 matchs d'invincibilité en prenant Sturm Graz, un 2-2 finalement à Nice, pas trop mal, et aussi un 8e match où Nubel encaisse un but en championnat sur autant de journées. Voilà, la loi des séries est donc posée. Ensuite, j'ai noté en second point la victoire d'un petit club. Je suis très déçu, vous êtes revenu là-dessus, c'est pas rassurant du tout. On l'a joué façon petit, on a gagné au forceps et dans la douleur. Je dirais pas que c'est quasiment une victoire imméritée, mais pas loin. On a été très très passif et on n'a pas cherché à enfoncer le clou en seconde mi-temps. Et enfin, les changements de Kovac. Très important pour une fois, celui de la 37e, de ce choix fort en fait, d'activer le levier avant la mi-temps en sortant Fofana pour mettre un joueur qui va jouer plus proprement au milieu, jouer simple et propre. C'est quand même ultra important au milieu, c'est la première chose qu'on demande. Donc pour moi, c'était un très très bon changement, j'y reviendrai, c'est mon 3e point. Et aussi la sortie de Golovin. En fait, il a sorti les 2 plus mauvais. Il aurait pu sortir le 3e plus mauvais, à savoir Pavlovic, mais il se l'est gardé jusqu'à la fin. Mais voilà, en gros, il a fait les bons choix. Je ne parle pas des changements, des paniques de changement de la fin, mais voilà. Ce sont les 3 points, messieurs. Et ensemble, on va donc pouvoir attaquer sur véritablement le débrief de ce Clermont-Monaco. Et on va commencer par la composition. Quentin, si tu peux envoyer le slide. Et donc la compo de Kovac. En mode on est en PowerPoint quoi. Genre. Vas-y, putain, comment il s'appelle déjà le mec de l'OM là. Putain, j'ai oublié. Bref. Ouais, c'était Jean-Michel PowerPoint, mais Jean-Vincent ou Jean-Marc Ayrault, je sais plus quoi. Bref. La compo du coup de Kovac avec quelques petits changements. On enchaîne les matchs tous les 3 jours. Obligé qu'il y ait une sorte de petits turnover et du coup on avait toujours Nubel dans les cages, mais en défense Pavlovic qui ressort, qui refait surface. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, Quentin. Bah ouais, mais vous allez être étonné, moi je m'attendais à ce qu'il revienne parce que je me disais qu'on était en tout cas j'espérais que Disasi soit pas titulaire déjà. On avait vu un Badiachil un peu en deçà un peu dernièrement. Je me disais que Pavlovic avait déjà eu un peu de temps et pouvait revenir. Je crois que Patrice aussi l'avait dit dans ses vidéos prono là, donc voilà, il fallait petite passe D à Patrice qui voit toujours les bons coups aussi. Non mais ouais, effectivement, on pouvait s'attendre à un petit turnover quand même avant ce match d'Europa League la semaine prochaine. Ça n'a pas tant été le cas que ça, mais juste en défense, je pense on pouvait se dire qu'il allait aligner ce fameux Pavlovic, à tort ou à raison. Spoiler, moi, c'était à tort. Mais personnellement, quand je vois Pavlovic, oui, non mais bien sûr. Bon, ouais, non, tu mets n'importe lequel. Après, comme disait CDB à la fin du match, chaque match a son histoire. Peut-être que celui-là, on l'oubliera à sa vérité. Magnifique. Non, il a dit à son histoire, donc voilà. C'est un grand philosophe, c'est un Djibril. Mais non, mais voilà. Après, on pouvait pas s'attendre non plus à un gros turnover, mais là, pour le coup, il a vu changer ça au niveau de la défense. Donc voilà, après, somme toute, une composition qui était classique, quoi. Ouais, Florestan en milieu, on retrouve la ligne de 4 qui de base. Oui, voilà, Caillou à gauche. Ouais, alors comme d'habitude, on avait des médias qui nous annonçaient un 3-4-3 plutôt que on a eu plutôt on va dire 4-2-3-1, mais ils nous annonçaient un 3-4-3 avec Gelson en piston à droite. Ça m'a fait très peur. J'ai vu ça sur plusieurs médias. Ça m'a fait très 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 peur. Mais effectivement, 2 lignes de 4 avec Golovin à gauche. Gelson à droite et puis notre Chumfo au milieu, ouais, du classique.
Et puis le trio devant, le trio du renouveau, un petit peu offensif. Ben Yedder, Golovin, Folland, qui marche bien depuis une semaine. On les a retrouvés à Nice. On les a retrouvés aussi à Saint-Étienne, enfin contre Saint-Étienne. Donc ça paraissait normal. Même s'il y avait une gestion aussi, hein. Ben Yedder avait, il me semble, commencé sur le banc, tout comme Golovin en semaine. Donc là, on les retrouve titulaires. Voilà, c'est de la gestion, de la rotation d'effectifs, et ça me semble plutôt bien géré par Kovac. Donc confiance en Kovac, comme on dit. On rentre dans le match, dans le fil du match, messieurs. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais moi, durant ces 5 premières minutes, en tout cas, j'ai trouvé un rythme plutôt plaisant. Je me suis dit un match ouvert, une bonne ambiance. Un peu un match façon Coupe de France. Je ne sais pas si vous me rejoignez, si vous avez compris un peu le délire là-dessus. Ouais, complètement. Enfin, après, on fait toujours 5 bonnes premières minutes. Je pense que ça montre un peu qu'on a un petit manque de fond de jeu, c'est-à-dire qu'on a de l'enthousiasme au début, et dès qu'il y a quelque chose dès qu'il y a un petit caillou qui vient dans les rouages, on comprend vite où est-ce qu'on en est. Mais effectivement, c'était assez Coupe de France dans le sens que les deux équipes assez enthousiastes, et puis ça allait un peu d'un but à l'autre. Mais bon, la panique est quand même arrivée assez vite, et on va dire que la balance a quand même pesé après 5 minutes plus de leur côté que du nôtre, quoi. Ouais, ils ont commencé vraiment à enflammer le match, quoi. C'était un peu le cas avec un stade en feu, hein, faut le dire quand même. Ouais, voilà, j'ai l'impression de voir Clermont promu. Je vais pas leur faire offense, hein, je vais pas dire le petit pousset, loin de là, hein, tant ils ont montré un très très beau visage, très séduisant tout de même, face à Monaco qui est censé être une sorte de cador, mais bon, on est très très loin de tout ça. Et tu l'as dit, Flo, la panique est très vite arrivée, et Quentin, on a vite vu en fait les Clermontois prendre l'avantage sur leur première situation, leur première frappe. Et ouais, malheureusement, on s'est vite retrouvé en difficulté par une équipe qui était très vite vers l'avant, qui se dirigeait très vite vers l'avant, et qui attaquait beaucoup du côté gauche. Et voilà, en fait, il s'est passé exactement ce qu'on pouvait redouter d'un tel match, c'est que Clermont mette la balle sur le pied, la balle sur le pied, bien sûr. Le pied sur le ballon assez vite, et amène un ballon en profondeur, et amène un Mohamed Bayo qui me faisait très, très peur personnellement, et puis il y a d'autres aussi. Et évidemment, seul dans la surface, hein, laissé par un Pavlovic qui était un peu ailleurs, hein. Et un beau physique de troisième ligne, Bayo, quand même. Ouais, exactement. Oui, non, mais c'est vrai, hein, c'est un joueur qui est très puissant, qui était déjà même en Ligue 2, là, qui savait vraiment se faufiler à chaque fois pour arriver toujours sur les bons coups, et puis qui, voilà, normalement est assez réaliste devant le but. On verra après qu'il a moins été. Et là, il touche une belle barre. C'est vrai qu'il aurait même pu la rater. Mais voilà, il prend un ballon qui est pas facile finalement, et il l'a mis au fond, et il vient calmer tout de suite nos ardeurs. Ouais, un très beau jeu à 3 tout de même sur le côté, avec un centre fort repris en première intention. Bayo qui intelligemment ouvre juste son pied, place son pied, accompagne le ballon. Voilà, ça tape la transversale, ça rentre. C'est un très joli but dans sa construction. Une nouvelle fois, peut-on incriminer Nubel là-dessus? Je ne crois pas, quand même, il est quasi dans les 6 mètres. Il ne peut pas anticiper le centre parce que, comme j'ai dit, il est très fort, il est bien dosé. Donc ouais, très compliqué, et encore une fois, presque à bout portant. Nubel est contraint de voir de voir le ballon franchir sa ligne de but, et une nouvelle fois, première frappe cadrée, et ça fait filoche. Monaco donc est mené 1-0, et pour autant il y a pas trop de réaction en face, et on se fait vraiment soulever par Clermont pendant une bonne demi-heure, où notre défense est très très loin d'être rassurante. Et je trouve aussi qu'on n'arrive pas du tout à jouer les transitions, chose qu'on savait vraiment bien faire l'année dernière. Et au contraire, Clermont parvient à jouer ces transitions-là et à nous faire mal, à nous faire balader à gauche, à droite, Flo. On est vraiment en panique, et ils vont se créer beaucoup, beaucoup d'occasions. Ouais, exactement ça. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre le pied, on va dire, moindrement sur le ballon au niveau de la ligne défensive. Mais dès que ça part de là, et dès qu'on va un peu plus devant, on a vraiment du déchet technique dans les passes et dans le reste, et dans le pressing aussi défensif. Hein. J'ai bien aimé que tu dises qu'il y a eu un beau jeu en triangle, mais sur le but, il y a quand même un bon 3-4 mètres qu'on laisse à peu près chaque mec pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Donc non, c'est vrai que c'est un très beau jeu. Après, on manque de liant.
offensivement, passer la ligne défensive, on perd assez vite le ballon. Et du coup, à peu près pas de maîtrise. Et effectivement, eux, sur la transition défense-attaque, il y a des vrais jeux en une touche de balle, en 2 touches, et ils vont souvent finalement nous embêter et ils vont se créer plusieurs occasions. Ouais, notamment dans l'axe, entre notre charnière qui était très très loin d'être rassurante, Quentin, Pavlovic-Maripane, c'est loin d'être un duo de choc. Hein. Non, c'est clair. Et puis, pas aidé par le reste aussi. Faut dire que sur son côté, Sidibé a pas fait le... Enfin, oui, si, il a pas fait le taf, on peut le dire. Et, il a pas fait du Sidibé, on peut dire. Alors là, pour le coup, non, du coup. Mais non, alors oui, après, on peut dire que c'est parce que les milieux étaient pas revenus. Fofana était un peu loin de l'action aussi. Il y avait un gros trou, un gros espace au milieu, mais en fait, finalement, il passe quand même par le côté. Donc, non, là, c'est clairement catastrophique. Le retour défensif est catastrophique. Et puis derrière, non, mais comme tu disais, ça arrête pas d'aller d'un but à l'autre, sauf que nous, on n'est pas du tout clinique et on met pas d'engagement non plus de l'autre côté, dans la surface adverse ou même dans les 30 derniers mètres adverses. Donc on n'est pas du tout dangereux. On n'est pas dedans dès le début et c'est vrai que ça ressemble un peu au match où on se dit qu'on va finir à 1-0 à la mi-temps et qu'on veut une réaction. Et en fait, ça arrive trop souvent. Ouais, tu le dis, on n'est pas du tout dangereux et au contraire, clairement, j'ai l'impression que sur chacune des situations, je suis en panique, très clairement. Je vis pas bien du tout ces 30 premières minutes où chaque situation, ils nous font mal. Il y a cette occasion-là de Bayo qui est donc lancé plein axe après une perte de balle de Fofana au milieu de terrain. Il va pas cadrer, fort heureusement. On a ensuite 2-3 situations, et notamment une un peu litigieuse, où je crois Bayo ridiculise un peu toutes nos défenses à lui tout seul, à crocheter nos 3 défenseurs à la suite. Il y a beaucoup de tacles à la Desperado, ou à la Desperado aussi, parce que c'est des trucs que tu fais quand t'es un peu bourré, même si c'est une marque de bière assez dégueulasse. Mais on est quand même, il y a très peu de maîtrise, et nos défenseurs sont à la rue. Et une nouvelle fois, il y a des situations qui font très mal et qui portent aussi à confusion, qui prêtent à confusion, étant donné que j'ai un scoop pour vous, messieurs. Penalty sur Jason Berthomier à la, je sais plus combienième. Pas à la 13e. Pas à la 60e, non, effectivement. Non, pas à la 60e. La VAR ne fonctionnait pas. Voilà, apparemment. C'est ce qu'a essayé de nous faire croire Canal. Loin de là, hein, il y a le système d'oreillette qui fonctionnait, ou au moins le relais avec le 4e arbitre. Mais une action assez litigieuse, les gars, qui montre un peu à quel point notre défense est loin d'être rassurante et qu'on transpire en fait sur chaque percée des Clermontois. Ouais, ça va être la première de plusieurs. Donc là c'est une horreur. Hein. Donc Bayo qui part de la droite et qui crochette, il me semble, un Pavlovic, Maripane qui finit par crocheter Sidibé. Enfin, il en fait 3 ou 4. Et il va y avoir les 10 minutes qui suivent, ils vont avoir 2-3 énormes occasions où, en gros, en 2-3 passes, on arrive à trouver souvent en Bayo, hein, et qui un petit crochet. En fait, je pense qu'on a des défenseurs qui peuvent jouer moindrement, on va dire, sur leur physique. Mais là, on a un gars qui non seulement physiquement peut pas être bougé, mais qui en plus est assez mobile. Oh, ça a été très compliqué pour eux là sur comme tu as dit les 30 premières minutes, mais là après cette occasion-là, on a 10 minutes où il a un autre dribble où il fait une frappe qui passe à côté. Heureusement, les attaquants vont peu cadrer. Heureusement pour notre ami allemand et donc ça va vraiment, mais c'est à ce moment-là, je pense qu'on passe très proche du 2 voire du 3-0 quoi. C'est vrai que c'est terrible. En plus, on réplique pas parce que, enfin, si on réplique avec notre ami Gelson Martinez, hein, n'est-ce pas, malgré d'après Canal, le fameux Gelson Martinez. Ouais, alors en fait, c'est comme Gelson Martins, mais sans crochet dans la surface. Lui, il tire en fait. Bon après, c'est pas aussi, c'est pas mieux, hein, mais. Quand on remonte la dernière frappe cadrée, un quiz, Chewing-Gum Martinez. Chewing-Gum Martinez comme surnom. À quand remonte la dernière frappe cadrée de Gelson Martins? Bonne question. Je sais qu'il marque contre Nantes. Alors certes, on a dit qu'il était plutôt pas trop mal sur le mois d'août. Mais franchement, j'en ai marre de voir en fait aussi peu de
je sais pas comment dire, aussi peu de justesse finalement dans cette surface de réparation. Ouais, une frappe qui s'envole. Il avait été bien lancé par Folland, une très belle passe trouvée en tout cas. Et bon, de l'autre côté, clairement, moi je le dis, j'ai l'impression que chaque contre-attaque ou chaque situation va donner lieu à une occasion. En tout cas, là, on est vraiment loin d'être serein. Et au moment où on s'y attend le moins, finalement, on est un peu dans le bouillon. Et il y a une belle réaction, il y a une belle combinaison, un très beau jeu à 3 entre Tchouaméni, Caio et Ben Yedder, qui vient inscrire là son 4e but de la saison, Flo. Ouais, vraiment, moi je mets l'accent sur Caio et sur Ben Yedder. Tchouaméni fait la bonne passe, mais Caio direct en une touche de balle qui remise et qui est vraiment, c'est une passe qui élimine 3-4 joueurs. C'est vraiment l'action qui va probablement nous sauver le match, hein, tout bêtement. Et effectivement, Ben Yedder s'emmène bien. En fait, on est sur le côté gauche de la surface. Tchouaméni relance vraiment vers l'avant. En une touche, Caio trouve Ben Yedder un peu excentré sur le côté de gauche, qui s'amène le ballon un peu devant, qui passe du coup le dernier défenseur et qui va fusiller notre ami Clermontois pour vraiment arriver à un score à ce moment-là complètement inespéré. Ça, du Ben Yedder dans le texte, hein, dans sa manière un peu de se promener dans la surface avec le ballon qui lui colle toujours un peu les pieds pour effacer le gardien et ensuite finir tout doucement en finesse, que ce soit, alors on l'a vu avec des piquets, mais bon, ce genre de but-là où il se désaxe et il arrive à contourner le gardien. Je me souviens d'un but à Nîmes, on devait perdre 2-1 dans les années sombres, hein, de l'ère Moreno aussi, je crois. Bref, c'est un truc qu'on retrouve souvent chez lui et ça lui permet d'enchaîner 3e but, 4e but en une semaine. Il y a un but, son premier but contre Nice sur penalty, et ensuite, voilà, c'est comme l'histoire du ketchup. Les buts, voilà, c'est comme le ketchup, et on voit bien qu'il en a mis donc 1 contre Nice, 2 contre Saint-Étienne. Ce soir, c'est rebelote, donc c'est pas mal du tout, et on revient à 1 partout au moment, comme je le disais, on s'y attend le moins, et pour autant on n'arrive pas à... Alors clairement on va baisser un peu en intensité parce que c'est difficile pour eux d'insuffler ce rythme pendant près d'une demi-heure voire plus, mais Quentin Kovac semble toujours pas séduit, en tout cas, par ce que montrent ses joueurs. Il a l'air très en rogne aussi concernant un joueur qui va payer les frais. Ouais, en plus, Clermont revient bien. Il y a des grosses, commence à avoir des occasions. Là, au moment où on peut se dire qu'on s'était réveillé, en fait, ça a été un peu un éclair quoi, de nos joueurs, là, de Caio, Ben Yedder et Tchouaméni, là, qui sont à l'origine de cette action de but. Et en fait, ouais, on voyait pas un Fofana, disons, nul. Hein, on voyait pas non plus un Fofana qui perdait des ballons, qui mettait en danger son équipe, ou pire, qui... Quand même. Oui, alors il y avait, on pourra en discuter hein, dans les top flops, mais moi j'ai pas trouvé non plus qu'il était, surtout sur 30 minutes, qu'il était en dessous des autres. Sentait qu'il surjouait un peu peut-être. Peut-être, ouais. Il a eu 2-3 courses, 2 courses vers l'avant où tu sens que bon, c'est bien, c'est gentil, t'as passé un joueur, on est content, mais... Mais après, ça va pas aller bien plus loin. On nous explique après sur Canal, voilà, visiblement qu'il respectait pas les consignes de son entraîneur. De sa manière de réagir, je la comprends, mais d'un autre côté, s'il réagit comme ça, c'est qu'il a bien fait de le sortir, la limite. S'il a pas envie de respecter non plus les consignes, s'il a pas... En tout cas, moi je peux comprendre, quoi. Si derrière tu fais un plan de jeu et que ton joueur n'en fait qu'à sa tête, au bout d'un moment, voilà, je peux comprendre qu'on puisse le sortir. Ça a été peut-être un bon choix du coup pour le reste. Hein. Maintenant le match est terminé, on peut se dire que ça a peut-être remis un peu la défense un peu mieux, on va dire. Mais voilà, c'était un peu, sur le coup, moi j'étais un peu dans la compréhension quand même. Parce que sortir, faut le faire, que clairement tu l'as dit Adrien, c'est un peu un changement couillu, ouais, clairement, parce que en général on change pas de plan de jeu, sauf blessure ou autre, à la 37e minute, quoi. Mais moi, je trouve ça très bien, justement. C'est la première fois de la saison qu'il active enfin ce levier. Généralement, il attend toujours la mi-temps et Kovac te fait des changements toujours la mi-temps parce qu'on est quand même assez catastrophique. Il fait toujours des changements à la mi-temps. Là, ça y est, il tape du poing sur la table. C'est une sanction, ça va aussi pour tout le monde. Et il y en a d'autres qui sont sur la liste, qui sont sur la sellette et ça va suivre. Mais la 37e, il en a marre. Il sort Fofana. Pourquoi ?
Bah, Flo, il l'a dit un peu, il y a du dépassement de fonction. C'est un peu son problème aussi à Fofana. C'est que des fois, il veut trop en faire et il va dans des domaines qu'il ne maîtrise pas du tout. Ok, c'est très bien, il porte le ballon, il va très haut, il accompagne les attaques, mais en fait, il l'accompagne pour pas lâcher le ballon proprement, pour perdre la balle, pour ensuite qu'on se mette en difficulté. Tout le bloc est monté, donc on se retrouve à se faire prendre en contre-attaque, à se faire piéger. Dans les passes, c'est pas très propre. Il veut dribbler, il veut frapper, il veut toujours tout faire. Il sort trop de son registre et on lui demande avant tout d'être 6-8 et d'équilibrer au milieu. Il fait rentrer Matarazzo. Matarazzo, c'est simple, de la 37e à la 45e, il perd pas un ballon. Il fait des passes, il joue simple, simplicité. Il n'y a rien de plus bête. Et c'est le moment où on a un peu plus le pied sur le ballon. Alors, Matarazzo, il prend certes moins de risques, mais en fait, il fait juste son taf, le taf d'un milieu de terrain. Et donc Fofana, et ben voilà, il sort, il est frustré, il boude. Apparemment, il est toujours dans le vestiaire de Clermont alors qu'on on est tous repartis. On est dans le bus. Hein. Il n'a pas pris le bus, lui. On est dans le bus pour le retour, hein, le fameux bus. Bref. Non, mais donc ça moi, j'ai le bus. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je trouve ça très bien de sa part. Et voilà, il s'est affirmé. Et l'entrée de Matarazzo, pour moi, est bonne. Et voilà, j'étais finalement content qu'il sorte parce qu'il commençait un peu à me saouler. Lui, Pavlovic et Golovin. Voilà, c'était les trois que j'avais et les trois qui devaient absolument dégager. Voilà. Bon, donc, on finit à la mi-temps à égalité. On va dire quand même que c'est très, très bien payé, messieurs. Il y a un autre, juste pour dire, juste avant la mi-temps, il y a un autre. Il y a Sidibé qui se plante sur un contrôle en extension, la 44e, récupéré par Bayo et qui refait. Donc on peut dire que c'est la troisième très grosse occasion qu'ils ont sur cette première mi-temps. Mais oui, globalement, sur la fin, bon, ça ronronne un peu plus. Ça les a clairement calmés de prendre cette égalisation. C'est sûr. Mais c'est ce qui nous sauve sur le match. Ultra cher payé, quoi. Ultra cher payé. En fait, ce qui nous sauve, c'est l'histoire du penalty. Bon, après, à vitesse réelle, et l'arbitre, du coup, lui a décidé qu'il n'y avait pas faute et qu'ensuite, nous, on se remette un peu la tête à l'endroit et qu'on marque. C'est un peu le tournant du match et voilà, on l'a dit, les changements. La mi-temps qui arrive et quand on regarde les stats à la mi-temps, je vois 6 occasions pour les Clermontois, 8 tirs pour seulement 2 tirs côté monégasque et un tir cadré, un but. Voilà. Franchement, on a été dominé plutôt outrageusement. Et je le disais, on s'en sort plutôt bien à la mi-temps d'être sur un score de parité. Retour des vestiaires beaucoup plus intéressant, messieurs, avec notamment, encore une fois, Kovac qui prend les devants et qui fait un changement. Ciao Golovin, totalement inexistant. Et bonjour Sofiane Diop pour dynamiser un petit peu la ligne offensive et pour percuter un peu plus, en tout cas, pour peser sur les défenses. Et ça se traduit tout de suite. Monaco arrive à enchaîner une séquence où on monopolise le ballon et puis avec une passe, on casse une ligne. Sidibé qui casse une ligne et qui trouve Diop dans l'entrejeu. Celui-ci va décaler Caillot qui reprend d'un centre et Folland qu'on retrouve dans la surface, Quentin. Ouais, bah, l'entrée de Diop qui est clairement pour moi le meilleur changement du match et derrière qui dynamite un peu les défenses et même le milieu de terrain de Clermont. Et oui, on se met très vite en jambes. Moi, je crois pas trop au fait qu'on arrive direct en sortant du vestiaire à mettre un but. C'est vrai qu'on met un peu de temps en général. Et là, clairement, on commence, on met en place une très belle action avec un Caillot toujours présent qui vient compléter avec une deuxième passe décisive et la défense clermontoise qui peut jouer mieux le coup, je pense, qui laisse un peu passer le ballon. Là où Volland est complètement seul, c'est vraiment lunaire. Nous on se prend un but comme ça, c'est encore pire que le premier qu'on vient de prendre. Clairement il a rien à faire, une bonne finition et puis un tir cadré, un but pour Volland, ça fait plaisir. Donc très beau but, très content en fait de passer, de partir direct sur d'enchaîner en fait direct sur une mi-temps qui commence par un but de notre part et qui met clairement dans de mauvais draps. Et qui peut aussi douter finalement parce qu'ils peuvent se dire que ça y est, ils se font déjà surpasser à ce niveau-là. Ouais, Clermont démarre, on le voit dès le début, il démarre la deuxième mi-temps très bas, beaucoup plus bas que ce qu'ils étaient en première, c'est-à-dire que
on voit ils ont vraiment été calmés par cette égalisation et que même suite à la pause, ils n'ont pas vraiment, on va dire, mis la troisième ou la quatrième. Alors, on va le voir par la suite, hein, ils vont tenter des coups, mais au démarrage de la deuxième, je trouve qu'ils nous laissent un peu y aller, on va dire. Et du coup, comme tu le disais, Quentin, on ne s'attendait pas forcément à mettre le deuxième si vite, mais quelque part, il nous donne la place de le faire et on arrive à compter, hein, 2 occasions de but, on est bon. Ouais, faut pas se priver, hein. Tu reviens de vestiaire avec un autre visage, une intensité retrouvée. Ça fait plaisir et ça se traduit tout de suite, comme j'ai dit, hein. C'est vraiment une belle séquence de conservation de ballon. On fait bouger le bloc et puis il y a cette passe qui vient casser les lignes et déstabiliser le bloc adverse. C'est ce qu'on aimerait voir plus souvent. Et est-ce qu'on n'aurait pas marqué trop vite finalement ce but quand on voit le déroulement de la seconde période, en fait, quand on voit à quel point on peut être au-dessus et au final on va être totalement attentiste et on va jouer le chrono, on va laisser le temps, voilà, s'égrener et on va serrer un peu les fesses, mais clairement à baisser en intensité et moins tranchant. Il trouve moins la faille aussi, peut-être qu'on a resserré les choses aussi derrière et que ça passe beaucoup moins. Mais moi, je suis un peu déçu dans le sens où on aurait dû enfoncer le clou. On a eu des situations, des contres, et pour autant, on n'a pas réussi à faire cette différence. Bah, moi, je m'estime heureux qu'on ait quand même marqué, parce que souvent, c'est des actions qu'on met pas forcément. Donc au moins, on en met une. Et après, effectivement, on peut regretter de louper celle de Gelson, par exemple, que Diop sert très bien, mais qui ralentit un peu trop sa course. Il y a une autre action aussi, juste après. Enfin voilà, je me dis qu'il y a des moments, effectivement, où on peut enfoncer le clou, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, et on peut se mettre à l'abri rapidement. Et en fait, finalement, là, cet effet du score, là, nous met pas très bien au niveau défensif, notamment. Et voilà, même on va pas faire de changement, en fait, ça va pas bouger. Juste Clermont, là, qui va faire un triple changement à un moment donné, on va voir le fameux Kawi, là, qui est qui est une sacrée tête de con, je trouve. Mais à part ça, voilà, on va subir un peu et Clermont va avoir pas mal le pied sur le ballon pendant toute la seconde mi-temps. De temps en temps, on va avoir des petits éclairs, un petit Diop, etc., qui va bien nous emmener, qui va nous créer quelques occasions, mais rien de transcendant. Ouais, d'ailleurs, sur cette on va dire, occasion de Gelson dont tu viens de parler, moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est un contre, hein. Mais en fait, c'est le travail de fixation de nos 2 attaquants axiaux, Folland, Ben Yedder, et au final, c'est nos 2 flèches sur les côtés, Diop et Gelson, qui vont mener cette attaque. Alors, ouais, malheureusement, ça ne va pas au bout. Sans doute imprécision de la part aussi de Diop dans sa passe, parce que bon, Gelson, je ne pense pas que c'est un problème de timing. Mais voilà, ce schéma de contre, en tout cas, j'ai bien aimé de voir en fait nos 2 axiaux qui occupent et qui jouent bien dos au but, et qui laissent l'espace dans leur dos pour nos 2 ailiers qui ont accompagné du coup cette contre-attaque. Clermont va quand même se réveiller. Je note une très très grosse occasion de Dossou, à ne pas confondre avec Lucien Kossou. Voilà, j'étais vraiment obligé de la faire. Dossou, c'est pas Kossou pour tous les historiques de l'ASM. Il va se retrouver plusieurs fois en situation de marquer. Heureusement pour nous, il ne cadre pas lors de son face-à-face à Nubel, oui. forcément. Non, mais clairement, là, il avait mis dans les shoots 2 défenseurs, là, c'était terrible. Moi, je le voyais gros comme une maison, le but, là. Ouais, on a ça. Là, on a aussi le Kawi Leonard. Bon, c'est une référence basket, elle est pas trop mal. Elle est validée, en tout cas. On a aussi, encore lui, une frappe. Et là, je pense que c'est Flo qui a envie de prendre la parole. La frappe de se dénommer Dossou, qui prend direction de la lucarne et qui est claqué par Nubel. Sauvons notre chevalier Nubel. Ouais, bah écoute, il n'y a rien à dire. Ça prend vraiment la Lulu et il fait une vraie parade. J'ai presque envie de dire, on n'a pas vu le compte en faire tant que ça, des parades comme ça. Il pouvait, mais c'est une vraie parade, c'est une vraie belle parade. Et ça fait plaisir tout simplement de le voir faire un arrêt, un gros arrêt, on va dire. On se souvient de 1 ou 2 arrêts sur un corner dans les derniers. Je me souviens d'une tête.
Voilà, on se Ça se souvient de compte. tous les arrêts depuis Ça le se compte début. sur de la toute main façon. de 2 doigts, tout simplement. Voilà. Il y a Nice et il y a aujourd'hui. Voilà, ce sont les 2 arrêts de mais Nivelle. à Il y a Nice, des on va petits dire que arrêts, c'était après. un peu sur lui, c'était un vrai réflexe qui était pas mal. Là, il y a vraiment besoin de se détendre. Il y a un vrai. Pour moi, j'avais l'impression que c'était un poète quand il plongeait. Déjà, on l'a pas vu plonger au début et sur les premiers matchs. Et après, quand il plongeait, il regardait les étoiles. C'était pas du tout pour attraper le ballon. Bon, bah là, c'est un vrai plongeon efficace et on est content de le voir faire ça, quoi. Et après, sur le reste, je vous rejoins. Il y a un truc que vous n'avez pas mentionné, c'est qu'on a une rapidité de perte de balles hallucinante. Je pense on va dire sur une grosse partie de la deuxième mi-temps, hein, mais en tout cas sur au moins les 30 premières minutes, où il y a une vraie précipitation entre la défense et les milieux, et c'est ça aussi qui nous cause ces occasions, c'est que vraiment on donne le bâton pour se faire battre, et voilà. Et heureusement que notre sauveur était là pour qu'on ne se prenne pas le 2-2. Hein. Vous l'aurez compris, on a quelqu'un qui est prêt à défendre Alexander Qu'est-ce Nubel. que tu veux qu'on fasse? De toute façon, il va être là. Je me souviens dans le chat, tout le monde se demandait, mais il va être là, il va pas être là. Non, il n'y a pas de question. Il sera là au moins jusqu'à l'hiver et puis 90% jusqu'à la fin de la saison. Donc, il faut lui donner tout ce qu'on peut de confiance, d'amour et d'eau fraîche. Quentin, confiance en Flo, confiance en Nubel. Je vais rien dire, il est là, c'est tout. Ouais. Bon, donc il y a aussi un dernier changement avec la 68e, enfin un dernier changement, on va dire offensif pour la ligne offensive avec la sortie de Martins pour Boadou. Et là, on va rentrer vraiment dans le temps mort, temps faible, comme je le disais. Monaco qui laisse le chrono tourner. Et on a des contres très mal gérés, je trouve, que ce soit entre Diop et Boadou. Voilà, on se met encore en difficulté. Je note un beau sauvetage de Sidibé en tant que dernier défenseur qui ne se fait pas embarquer à la 81e. Et puis, on a les paniques changements de Kovac à la fin qui nous sort Ben Yedder et Folland pour faire place à Badiachil et Aguilar, ouais, effectivement. Donc là, on blinde, et rien que pour ça, effectivement, on aurait pu arrêter de se faire égaliser parce que c'était presque du Jardim dans le texte aussi. Voilà, Firegas qui nous le dit à l'instant. On est revenu avec Jardim en fin de match. Effectivement, ça nous fait penser à ça. Quand t'es mené, tu t'empiles les attaquants, et quand tu mènes et que tu dois résister jusqu'au bout, on empile un petit peu Leonardo Kovac. Pas mal celle-là. Et finalement, au moment où, là encore, on s'y attend le moins, hein, sur un compte dans le temps additionnel, c'est Boadou. Enfin, c'est un contre au départ qui finalement est pas mal ralenti. Aguilar qui le mène, qui trouve Diop, et Boadou qui passe par là, qui récupère le ballon, qui centre et qui trouve Sofiane Diop pour un petit geste sympa et une belle cagade de Dema, le gardien clermontois. Vas-y Flo, je te laisse en parler. Ouais, exactement. C'est pas le premier, hein, la première cagade que fait ce gardien-là. Hein. C'est un gardien qui était qui vient de loin, comme beaucoup de ses joueurs. Il faut pas les incriminer. Moi, je vais juste dire 2 secondes à quel point Clermont est quand même une belle équipe. Mais bon, effectivement, manque d'expérience et des fois manque de concentration. Donc mais on va faire du positivisme et quand même se concentrer sur la magère de Diop. On considère ça comme une magère, on est d'accord, parce qu'il y a toujours des petites questions. Qu'est-ce qui est une magère, qu'est-ce que n'est pas une magère? Mais oui, pour moi, magère, c'est semelle. Hein. Ouais, voilà. Après, en tout cas, il passe le pied droit, voilà, derrière son pied d'appui, et il met un petit coup. Donc sur la passe donc au final, c'est Boadou qui combine avec Aguilar, qui sert Diop, qui est à l'entrée de la surface. On croit l'action quasiment terminée à ce moment-là. Il tergiverse un peu, il resserre Boadou à droite, qui se retrouve devant 2 joueurs, et notamment il se retourne devant le premier, centre fort au premier poteau, et le petit Diop est là pour nous faire plaisir, quoi. Voilà, pour sceller le sort de ce match et nous faire vivre 3 minutes de temps additionnel plutôt dans la sérénité absolue.
Une petite fin de match électrique, ça se termine là-dessus. Voilà, Monaco enchaîne enfin une deuxième victoire en championnat. Ça permet aussi au club de pointer ce soir, je crois, il me semble, à la 8e place du classement, en comptabilisant 11 points, effectivement, à un point derrière Lyon, à égalité de points avec Lille. Voilà, 8e. Enfin, Monaco bascule dans la première partie de tableau cette saison. Quentin, ça t'inspire pas? Alors, pour un début de saison, de toute façon, maintenant, on peut se dire que, voilà, on n'a pas fait un bon début de saison, comme beaucoup de clubs, et puis derrière, on va reprendre. Est-ce qu'on peut dire que notre saison est lancée? Je sais pas, parce que je l'ai dit dans mon 3e point, j'ai peur quand même. En plus, on a des suspensions qui vont arriver, les blessures qui vont commencer, moi je pense aussi, à un moment donné. On pourra pas se passer, on pourra pas, disons, se passer de Tchouaméni par exemple, ou même de Diop, de joueurs comme ça qui pourront nous faire défaut à un moment donné. C'est ce qui risque d'arriver. C'était le cas de Golovin, mais Tchouaméni, Diop, on ne les retrouvera pas contre Lyon au retour de la trêve. Hein. Ouais, donc ça va être compliqué. En plus, ce Diop qui a failli prendre son rouge là, heureusement qu'il a pas pris, mais c'est vrai que là, voilà, je me dis ok, on prend. Là, mon prochain match est contre Bordeaux en Ligue 1, je crois. Je sais plus. Ouais. Et à domicile. Donc a priori, ça devrait bien se passer, sauf grosse cagade. Mais voilà, après derrière, faut qu'on engrange des points et au moins c'est ce qu'on est en train de faire. Donc effectivement, on va quand même dégager du positif. Ouais. Et 6 buts, mine de rien, 6 buts en 2 matchs. Ça reste bon à prendre. Okay. 2 marqués à Nice contre la meilleure défense du championnat. Voilà, bon. Mais tu l'as dit, c'est pas rassurant. Contre Saint-Étienne, même à 11 contre 10, on est trop en difficulté. Là, contre Clermont, un promu, on est vraiment à la rue pendant une mi-temps. Donc ouais, il y a que finalement, voilà, les points, il y a que la partie mathématique qui peut nous rassurer. Et voilà, il faudra faire bien mieux. Là, on a un gros test européen ce jeudi contre la Sociedad et ensuite la réception de Bordeaux avant la trêve. Les tops et flops du match. Florestan, on va commencer par toi. Qui as-tu désigné comme top du match? Bon, on va voir. On a chacun le sien, mais on était plutôt d'accord j'étais plutôt d'accord sur les vôtres. Donc, je vais prendre le mien qui est Caio. J'ai vraiment mis l'emphase sur le fait qu'il nous sauve la mise. Le bon vieux Caio, il n'est pas encore au niveau qu'on a pu le voir sur des matchs l'année dernière où il est vraiment flamboyant, il participe vraiment au jeu offensif de l'équipe. Bon, il le fait, mais on va dire de manière plus alternative. Mais l'air de rien, il fait 2 passes décisives. Et puis 7 passes en une touche en première mi-temps, voilà, on l'a dit plusieurs fois, elle te change le score. Tu aurais pu avoir 0-2, 0-3, c'était absolument pas volé à la mi-temps. Tu finis à 1-1, c'est grandement grâce à ce geste-là. Et donc j'ai envie de dire, rien que pour ça, on pourrait le mettre top. Après, il a été quand même correct au niveau défensif. Dossou, c'est vraiment pas... Moi, j'étais content de voir... Alors, j'ai oublié la personne de l'autre côté, mais j'étais content de voir qu'ils n'avaient pas leurs 2 ailiers, parce que Dossou et je crois que c'est Rachani, voilà, qui était de l'autre côté. Mais ils ont 2 ailiers qui sont relativement forts. L'autre, c'est Alevina, mais qui est rentré sur la fin et qui finalement n'a pas beaucoup pesé. Mais il a quand même bien contenu Dossou, qui a eu une occasion, mais c'est un de leurs meilleurs joueurs, j'ai envie de dire. Donc défensivement, il a réussi à faire quelques stops. Et offensivement, il n'a pas pesé sur l'ensemble de la rencontre, mais 2 passes D, ça compte, il n'y a aucun doute là-dessus, quoi. Ok, à ton tour, Quentin. Je vois que tu rigoles pas mal, Adrien, alors effectivement, je vais prendre le... je vais passer cette mirambole d'inspecteur... Ouais, tout ça à cause d'une question pour savoir si Navarro était... Vous pensez que Navarro allait être titulaire ce jeudi? Je la lis dans le chat. Bon, bref. C'est l'orthographe qui nous a bien fait rire. Bref. Vas-y. Ouais, du coup, donc Ben Yedder, moi c'est mon top. C'est vrai que ça aurait pu être d'autres. Là, on verra Adrien parler de Diop, le fameux Diop. Mais non, Ben Yedder a été quand même un des acteurs fondamentaux en tout cas de notre victoire, notamment parce que grâce à lui, on revient au score très rapidement.
Et c'est rare que ça arrive, et donc voilà, je tiens aussi à mettre ça. On a un attaquant de grande classe contre des gardiens comme ça en général, bah ça fait mouche, et même si c'est une très bonne action derrière, c'est lui qui se l'amène, c'est lui qui la met bien, et c'est lui qui marque un magnifique but. Et après dans le jeu, bah, on avait toujours un Ben Yedder présent, à l'instar d'un Voland qui pouvait ne toucher très peu de ballons, hein, on le connaît, on commence à le connaître. Alors malgré qu'effectivement on parle souvent de la doublette Ben Yedder-Voland, là ils ont pas trop combiné entre eux. Ça a plutôt été compartimenté, mais c'est vrai que là, Ben Yedder était toujours présent à ce niveau-là. Et moi, je trouve ça vraiment agréable d'avoir ce joueur. J'espère qu'en tout cas, il va continuer à être titulaire quand même si c'est un des meilleurs en sortie de banc. Parce que c'est quand même le patron de notre équipe, notre capitaine. Et il mérite aujourd'hui parce qu'il a fait aussi 80 minutes, plus de 85 minutes peut-être. Donc voilà, c'est bon match encore de sa part. Sur le but de Voland aussi, je sais pas si je me sens pas qu'on l'a mentionné sur le résumé du match, mais il embarque 2 gars qui fait que Voland est tout seul. Donc il y a aussi cette action de jeu. C'est vrai que tu as raison, ils n'ont pas combiné tant que ça, mais on peut dire que Yedderland s'est fait moindrement remarquer le fameux ticket médiatique, juste parce que Ben Yedder quand même embarque la moitié de la défense sur son appel et permet à Voland d'être tout seul face au but, quoi. Ouais. Et du coup, j'en viens moi au dernier top, hein, Sofiane Diop, une entrée décisive. Il a pesé sur toute la seconde mi-temps. C'est lui qui est dans tous les coups. C'est lui qui décale Caio Henrique pour le centre qui trouve Folland. C'est lui qui mène toutes les contre-attaques finalement, qui n'est pas loin de faire une passe décisive pour Gelson et qui va marquer à la fin. Voilà, après de la fougue, la jeunesse, peut-être mauvaise gestion aussi mentale dans son approche, à jouer un petit peu le petit branleur, le petit merdeux qui va un petit peu rentrer dans un jeu qui l'écarte des terrains et qui va se frictionner de nombreuses fois avec les Clermontois, d'où la fin de match un petit peu électrique. Voilà, même Kovac s'y est mis, il me semble, à la fin. Mais au-delà de ça, Sofiane Diop, quand même, une très bonne prestation, très bonne rentrée. Je l'ai toujours pas vu décisif et très bon sur un match en intégralité. Mais voilà, je crois que c'est un peu le lot pour l'instant de nos joueurs, à savoir Golovin, Diop. C'est des joueurs qui, souvent, quand ils rentrent, font la différence ou sur 60 minutes vont peser, puis après vont totalement disparaître. Voilà, il faut espérer maintenant qu'il gagne en régularité sur 90 minutes. Je pense qu'il va être amené à réintégrer peut-être le 11, à voir encore. De toute façon, ça tourne beaucoup. Il y a 3 joueurs pour 2 postes. 4 joueurs si on inclut Diatta. À voir comment il revient de sa commotion cérébrale. Mais bon, voilà, c'était une très bonne rentrée et un bon choix de sortir Golovin pour faire entrer le petit Diop. Voilà, messieurs, maintenant les flops. On aurait pu aussi mentionner Sidibé qui fait un match pas trop dégueulasse, mais voilà. Les flops. La deuxième mi-temps, j'ai envie de dire, ouais. Première, il fait quand même 2-3 cagades. Hein. Mais en deuxième, il sauve la patrie, comme tu l'as dit, Adrien, sur une action notamment, où clairement, il sauve le 2-2. Ouais. Mais il fait plutôt une mi-temps que 2, quoi. Les flops, du coup, on est d'accord avec le chat. Je pense qu'il y a Salossin qui a proposé de nos amis, et en tout cas, je vais parler d'un, Pavlovic. Notre ami, on n'a pas envie de l'incriminer, hein. Je pense qu'on a tous envie de croire à ce joueur-là, évidemment, parce que jeunesse, parce que tout ça, parce qu'on nous le vend depuis un certain temps, hein, comme arrivé chez les jeunes, après tout ça, mais franchement, moi, on voit pas un joueur fini. On sent qu'il y a certes du potentiel dans l'apport physique, dans les quelques gestes techniques défensifs, mais au niveau du placement, donc le but, vous pouvez le re-regarder, il regarde le ballon. Un défenseur, ça doit regarder autour de lui constamment, ça doit voir où sont positionnés les autres joueurs, et il ne fait que regarder le ballon et il laisse l'attaquant faire l'appel derrière son dos sans s'en charger. Il fait une faute débile à 40 mètres du but au milieu de la première mi-temps où il prend carton rouge. Il a pas mal de pertes de balles. Enfin, c'est un gars où on sent que voilà,
en travaillant bien avec ce genre de joueur-là, ça peut, mais j'ai l'impression qu'on lui en demande trop vite. Voilà, c'est un type qui devrait arriver en Coupe de France sur des petits matchs, faire une rentrée, mais en titulaire cette année, c'est juste. Alors j'ai envie qu'il me fasse mentir, mais pour l'instant, non. Ouais, je pense que c'est un type qui aurait dû faire une pige de plus au cercle Bruges, tout simplement. Probable, ouais, franchement, ouais, il y a rien de rassurant. Voilà. Que ce soit il a fait un match contre Lens, peut-être il a dû faire une autre entrée, puis là ce soir, ouais, non, il n'a pas sa place. En tout cas, il n'est pas encore prêt pour les joutes de la Ligue 1. À toi, Quentin, pour ton flop. Alors moi, mon flop, du coup, c'est Golovin, le fameux Golovin qui finalement a fait qu'une mi-temps et qui a été heureusement remplacé par Diop à la mi-temps. Alors aussi parce que je pense que Diop, dans ce registre et dans ce type de match, fait vraiment mal, a plus la capacité de faire mal à des défenses par son explosivité, par sa conduite balle au pied, et on l'a vu même sur certaines situations où il a très vite récupéré des ballons. Voilà, il sait se projeter vite. C'est pas trop le cas de Golovin qui finalement est assez lent et se sentait un peu perdu. J'avais l'impression qu'il était perdu un peu sur certains moments. Même s'il a l'habitude de jouer dans ce genre dans cette avec cette composition, avec ces joueurs-là, etc. J'ai pas trop senti concerné à certains moments. Et il n'était pas disponible, un peu trop loin du ballon et des actions. Et finalement, les seules fois où il touche le ballon, il est neutre. Et franchement, c'est un peu ce qui m'énerve avec lui, c'est que il peut être très bon en sortie de banc. Il peut parfois nous débloquer des matchs, faire des très bonnes passes, etc. Même marquer des buts, hein. Mais il y a des moments où voilà, il est titulaire et il est complètement inoffensif et il va pas nous débloquer. Il ne débloque rien du tout, quoi, clairement. Il débunk rien du tout. Il débunk même rien du tout, ouais. Petit hommage. Mais non, franchement, c'était un match sans pour lui, et comme trop souvent ça arrive, c'est dommage. Parce que c'est un très bon joueur quand même, j'imagine, vu qu'il nous sort de temps en temps des bonnes performances. Donc voilà, c'est un peu décevant de sa part ce soir. Et juste pour dire défensivement, on n'en parle pas assez parce qu'il nous apporte normalement tellement offensivement, mais défensivement, je me souviens je crois que milieu vers la 30e minute où ils se font complètement avoir avec Caillot. Enfin, il a rien apporté en plus de ça défensivement. Il peut le faire des fois par moment avec un peu d'enthousiasme et de pressing, mais là, rien du tout, hein. Et de mon côté, le flop, puis vous l'avez deviné, Fofana, je pense que ça faisait partie de mon troisième point, donc inutile de revenir dessus. Ouais, certes, vous direz qu'il n'était pas horrible, mais en fait, si, voilà. Tout simplement. J'espère vous avoir convaincu. Non, mais je suis revenu dessus, j'ai eu mon troisième point, donc on va pouvoir enchaîner et passer à la suite. Nubel, on l'a dit, une belle parade, dirons-nous. 2-3 petites sorties, mais sinon toujours pas aussi rassurant auprès de sa défense. Bon, aussi parce que sa défense est peut-être très très loin de rassurer. C'est peut-être donnant. Voilà. Ensuite, à droite, Sidibé, Quentin, qu'est-ce que tu devrais dire de son match? Sidibé, forcément, on pouvait s'y attendre. Voilà, il n'a pas fait un énorme. Enfin, on pouvait s'y attendre. On peut se dire que c'est un de nos meilleurs joueurs quand même, presque défensivement, hein. C'est la plupart du temps, on se dit que à droite, c'est pas Aguilar qui va nous débloquer certaines situations. C'est pas Aguilar non plus qui va être bon défensivement et qui va à l'expérience, nous sortir quelques ballons comme il a fait Sidibé. En revanche, il a pas été très bon en première mi-temps et c'est pour ça qu'il a pas été dans les tops. Je vois que j'ai pas mis le visuel, donc je vais le mettre tout de suite. Oui, voilà, derrière, il sort une très bonne deuxième mi-temps et heureusement qu'il se blesse pas. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il se blesse. C'est vrai que ça aurait pu être très con comme alors c'est peut-être pas une faute, mais en tout cas un coup de crampon qui a failli l'éloigner des terrains. Finalement, il s'en sort et puis il nous sort quand même une très bonne. Moi, je trouve une très bonne deuxième mi-temps. Ça a été le meilleur défenseur à ce niveau-là. On parlera d'un Maripane après, mais c'était pas vraiment le cas. Mais sinon, la première mi-temps, ça passait beaucoup par son côté, beaucoup par le côté gauche, et c'était un peu limite. Donc voilà, je pense et j'espère que c'était une petite mauvaise passe, un peu à l'image de l'équipe aussi, hein, en première mi-temps.
Mais voilà, une prestation quand même assez satisfaisante. Ouais, en seconde mi-temps, voilà, c'était plutôt lui le patron, plutôt lui qui savait gérer les bons coups, gérer les temps faibles et justement couper, casser un peu le rythme. Voilà. À l'expérience. Maripane, lui, on l'a plus vu pour ses tacles, pour ses air tacles, comme on dit, pour salir son short, parce que lui, il adore finir par terre. Et notamment aussi une course mémorable, épaule contre épaule, face à Bayo. Loin d'être rassurant, aux côtés de Pavlovic, c'est vraiment un duo qui ne fonctionne pas. Pavlovic, on en a parlé en tant que flop, Caio en tant que top. Alors du coup, on va directement monter d'un cran et passer au milieu. Je sais pas si l'un de vous préfère parler plutôt de Tchouaméni, de Matarazzo, Florestan. Honneur à toi. Tchouaméni, alors il démarre pas le dernier match. On se dit qu'il pourrait vraiment apporter sur ce match-là. On l'a vu quand même rayonner 2-3 fois sur être le seul à émerger sur l'ensemble de l'équipe. Et honnêtement, moi je l'ai très peu vu, que ça soit offensivement ou défensivement. Il y a des interventions, mais le milieu, j'ai envie de dire en règle générale, a quand même été beaucoup du côté Clermont, si on voit les rapports de force. Et j'ai pas été comblé par Tchouaméni aujourd'hui, alors que justement, en l'ayant reposé un peu, on aurait pu croire qu'il allait vraiment pouvoir apporter quelque chose, quoi. Ouais, moi je trouve qu'il était quand même important. C'est vrai que c'est un peu l'homme de l'ombre, la récupération, surtout dans des matchs où on n'a pas le pied sur le ballon et qu'on va pas vraiment attaquer bien. Là derrière, il a toujours son rôle de plaque tournante et de joueur qui va orienter le ballon vers la gauche, vers la droite. Des passes, somme toute, voilà, assez correctes, etc. Il se prend un jaune un peu con d'ailleurs aussi. Mais voilà, derrière, ça reste quand même un très bon... moi, je trouve il va vraiment nous manquer quand même. Même contre Clermont, là, ça paraît pas, mais je pense que sans lui, on a un peu de mal aussi. Donc, non, mais En plus, il est à l'origine du premier but, parce qu'il fait la passe à Caio. Mais ouais, non, mais sinon, après, c'est vrai que c'est pas une de ses meilleures performances. De son côté, Matarazzo, je le disais, à l'instar de Fofana, une entrée propre, soignée, il a su s'imposer au milieu de terrain, jouer court, jouer simple, des fois chercher long sur les côtés, très peu de pertes de balles, très peu de déchets. Voilà, c'est un joueur propre, clean, et avec aussi une bonne intensité aussi physique. C'est très plaisant à voir. En tout cas, on sent déjà presque d'avoir un joueur mature et conscient de ses forces et de ses faiblesses. À titre personnel, j'ai pas trouvé non plus beaucoup meilleur qu'un Fofana, à part qu'il respectait les consignes, on va dire. Voilà, plus appliqué, plus discipliné. Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai, mais bon, après, c'est vrai qu'on lui donne un peu plus les clés, donc tant mieux pour lui, et c'est cool, c'est vrai qu'il est intéressant. Mais voilà, bon, après, c'est pas non plus, effectivement, dans un rôle comme ça, comme il y a eu dans ce match, c'est pas non plus le joueur qu'on met en lumière, donc oui, ça va, mais ça va quand même. Et juste pour compléter aussi, je pense que Fofana a besoin de se développer offensivement, en balle au pied. Il nous fait des fois des passes qui cassent des lignes, il peut, mais il y a quand même énormément de pertes de balles. Bon, on est toujours sur le leitmotiv, est-ce qu'il va marquer un but ou pas? Mais je pense que c'est un joueur qui, voilà, aujourd'hui n'a pas les capacités pour faire bien davantage que doit faire un 6-8 qui est surtout se pencher sur la... Il pourra le faire peut-être plus tard, mais voilà, un Matarazzo, lui, il se dit, voilà, ça c'est mes forces, c'est la récupération, c'est le physique, c'est l'application, et au niveau jeu offensif, je reste, on va dire, relativement sobre et au moins, voilà, au moins il a conscience de ses capacités, chose que Fofana, je crois qu'il y a un décalage entre ce qu'il peut faire et ce qu'il veut faire. Ouais, c'est ça, exactement. Gelson Martins, est-ce que là aussi il y a un décalage entre ce qu'il peut faire et ce qu'il veut faire, Quentin? Oui, ça c'est sûr. Oui, il y a un décalage. Il en crée des décalages, mais après lui derrière, je sais pas si c'était Martinez ou Martins qui était là ce soir, mais du coup, ouais, on peut dire que là tout à l'heure tu parlais des tirs cadrés, à la stade des tirs cadrés, j'ai regardé du coup. Effectivement, il y a eu 0 tir cadré sur les 5 derniers matchs de Ligue 1 de Gelson. Et un seul par contre contre Sturm Graz, donc on peut lui mettre ça à son crédit, à son honneur.
Mais non, c'est vrai que c'est un peu décevant. C'est un peu le problème en fait de ce type de profil ailier où on peut se dire que voilà, il doit aussi se créer des occasions et il doit aller cadrer au moins dans ce genre de situation. Parce que bon, il essaye de faire mieux, il essaye de centrer aussi souvent. Hein, ça peut amener à des buts, à des situations. On l'a vu d'ailleurs récemment dans les derniers matchs. Mais ouais, c'est un peu dommage qu'il se retrouve dans des si belles situations parfois et qu'il foire tout, quoi. C'est très 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 frustrant. Très frustrant, ouais, effectivement. Enfin, Florestan, rapidement, la rentrée de Myron Boadou, passeur décisif. Enfin une stat à mettre à son crédit. Enfin une stat pour peut-être lancer sa saison. J'ai presque envie de, voilà, j'ai presque envie de mettre en parallèle à notre Nubel national. Hein. Bon, c'était peut-être, on le voit moins. C'est toujours pareil. Hein, les attaquants quand ils foirent, ça se voit peut-être un peu moins qu'un gardien, mais il y avait des intentions, il y avait quelque chose quand même chez Boadou. Hein, je veux pas, mais on avait envie de le voir, voilà, faire une action décisive. Il l'a fait. Est-ce que ça nous rassure sur son niveau général? J'en suis pas convaincu. Hein. C'est pour l'instant en tout cas. Ok. Et enfin, Folland, inutile de revenir sur ce match fantomatique, même s'il trouve des bonnes passes. Il a su mettre sur orbite notamment Gelson ou même Ben Yedder 2-3 fois des belles passes où il lance en profondeur. Et finalement, son but dans la surface, voilà. Pas grand-chose à dire. Voilà, messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur cette rencontre riche en émotions, riche en rebondissements. Voilà, encore une fois, Monaco, on est loin des matchs tranquilles de la saison précédente où on savait exactement ce qui allait se passer. Là, c'est vraiment, on lance les dés et on voit ce qui se passe. Il nous reste 2 matchs avant la trêve. Prochain rendez-vous du coup ce jeudi pour le deuxième journée d'Europa League. Monaco qui se déplacera à la Real Sociedad qu'on a rencontré en amical durant l'intersaison, défaite 1-0. Et puis avant de terminer dimanche prochain contre Bordeaux, la réception de Bordeaux au Louis II et une trêve bien méritée. Voilà, messieurs. Flo, merci. C'était sympa, cette première, d'échanger avec toi et d'avoir un auditeur qui prend part au débrief. Merci à toi, Flo. Pareil. Ouais, j'espère faire des bonnes rentrées à la Boadou à l'avenir. Meilleur. Quentin, merci. Merci à tous ceux du chat qui étaient présents. Un chat animé. Voilà, c'est toujours plaisant de vous voir aussi nombreux et échanger avec vous. Voilà, on est là. N'oubliez pas YouTube, Twitter, Twitch, Radio Diagonale. On se retrouve du coup jeudi prochain. Et puis d'ici là, portez-vous bien et Dage Monegou. Et bisous.